Doit-on retirer le mot fraternité du fronton de nos mairies? Ce débat passionnant a eu lieu le 14 février 2022 au Musée de l'Homme. Le laboratoire de la fraternité vous invite à découvrir cette joute oratoire engagée, comme si vous y étiez. Cet événement a été organisé par le Labo de la Fraternité, en partenariat avec Ouzbek Erika, le média qui explore le futur, et le Muséum national d'histoire naturelle, Musée de l'Homme. Je suis Basile de CareNews, le média des acteurs de l'engagement, qui produit ce podcast. Plongez-vous dans cette chronique judiciaire qui retrace 1h30 de faux procès pour interroger la place de la fraternité dans notre société. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert lundi 14 février au Musée de l'Homme à Paris. Derrière les murs de ce lieu d'exposition emblématique consacré au genre humain, le tribunal pour les générations futures s'est réuni à l'initiative du Labo de la Fraternité. À quelques semaines de l'élection présidentielle et alors que le dernier baromètre de la fraternité 2021 indique que la méfiance envers autrui atteint 72% des personnes interviewées, pour la première fois, une valeur républicaine, la fraternité, va être au cœur d'un procès. La France peut-elle encore affirmer être fraternelle? Faut-il enlever le mot fraternité du fronton de nos mairies et de nos écoles? La fraternité nécessite-t-elle d'être soutenue et valorisée? L'État doit-il en être garant? Voici les questions auxquelles le jury populaire du tribunal pour les générations futures doit répondre ce soir. Dans ce procès exceptionnel, pas de partie civile ni de victime, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas encore venues au monde, comme le rappelle le président de séance, Brandy Boloko. En effet, vous comprendrez que tout ce qui va être dit ici, tout ce qui va être débattu dans ce tribunal, ce sera des débats qui seront dans l'intérêt des générations à venir, dans l'intérêt de vos enfants, dans l'intérêt de nos enfants. C'est donc dans l'espoir d'un avenir meilleur que l'on va juger aujourd'hui l'affaire suivante. Faut-il enlever le mot fraternité du fronton de nos mairies? Il n'est nullement question ici de juger nos citoyennes. Il n'est pas non plus question ici de juger nos citoyens. Et bien entendu, il n'est pas question de juger la valeur et de mettre à bas la fraternité. Ce dont il est question ici, c'est de discuter de la place de la fraternité dans notre République. En effet, quand on observe attentivement l'espace politico-médiatique, on se rend compte que nos débats tournent souvent autour de la notion de liberté, parfois autour de la notion d'égalité, mais que finalement très peu de place était accordée à la fraternité. D'un point de vue strictement juridique, l'article 1er de notre Constitution, ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, disent « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Vous avez bien entendu, il y a un mot pour la liberté, il y a un mot pour l'égalité, mais il n'y a rien pour la fraternité. On peut donc légitimement se demander si la fraternité serait le parent pauvre de notre devise. Est-elle la grande oubliée de notre République? Je suis Brandy Boloko et je serai votre président d'audience. Et ensemble, nous allons découvrir, débattre et tenter d'expliquer si, finalement, le mot fraternité doit être enlevé du fronton de nos mairies. Dans la salle d'audience, deux camps s'opposent, deux regards sur l'état de la société française se font face. D'un côté, le ministère public, représenté par son procureur, Alexandre Duval-Stala, entend bien prouver à travers ce procès que la fraternité existe en fait et s'exerce au quotidien. De l'autre, maître Rosa Méziane, avocate de la défense, cherchera à démontrer que l'État français et la société française dans son ensemble a rompu avec ce troisième principe républicain. Pour nourrir les débats et permettre au jury de trancher la question, 7 témoins, acteurs de terrain, associatifs, universitaires ou hauts fonctionnaires, s'apprêtent à venir à la barre et prêter serment devant les générations futures. Je vous invite à mettre votre main gauche sur le code civil et de jurer que vous ne direz la vérité, rien que la vérité et strictement que la vérité. Le président déclare la séance ouverte. La défense peut appeler son premier témoin, Arnaud Seize. Il est vice-président de La Cloche, une association qui lutte pour une société plus inclusive en faveur des personnes sans domicile, à l'origine du programme Le Carillon, un réseau de commerçants solidaires présent dans 10 villes de France. Alors que plus de 300 000 personnes vivent dans la rue, Maître Améziane entend bien, avec l'audition de ce témoin, démontrer que l'État français abandonne ses citoyens les plus vulnérables. 38% des sans-abri sont des femmes. Je vous laisse imaginer les questions d'insécurité. Un quart des sans-abri travaillent pourtant et tentent péniblement de s'accrocher.
Près de 40% d'entre eux ne touchent pas de prestations sociales, alors que la majorité d'entre eux y ont droit. Et pire encore, 146 bébés y sont nés et 528 personnes y sont décédées. Alors, Monsieur Cèze, j'aimerais que vous puissiez nous dire, est-ce que notre État, notre société, est fraternelle? Je suis convaincu que l'État n'est pas fraternel. Il est défaillant dans ses obligations, qui délègue aux différentes associations. L'État est défaillant sur le système du logement. Aujourd'hui, pour une personne lambda, c'est 1 à 2 ans avant d'avoir un logement social. Alors je vous laisse imaginer quand vous êtes à la rue. Notre société n'est pas fraternelle. Aujourd'hui, on est dans une société consumériste, individualiste, donc pas fraternelle. L'État n'est pas fraternel aussi par rapport à ce que je vous ai déjà dit avant. Et pour conclure, je dirais que derrière tous ces chiffres, il ne faut pas oublier que ce sont des humains dont on parle. J'aimerais prendre encore quelques petites secondes parce que je crois que le sujet est bien trop grave. Monsieur Cèze, est-ce que vous avez la possibilité de me lire cette déclaration? Ça prendra quelques secondes, Monsieur le Président. Il sera décompté, bien sûr. Le droit à l'hébergement, c'est une obligation humaine. Si l'on n'est plus choqué quand quelqu'un n'a plus d'un toit sur la tête, lorsqu'il a fait froid ou lorsqu'il est obligé de dormir dehors, c'est tout l'équilibre de la société qui s'en trouvera remis en cause. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur les trottoirs et d'y mourir de froid. J'aimerais que vous puissiez lire la date le nom de la personne qui a dit cette déclaration, s'il vous plaît. La date, c'est... Le témoin est au procureur. Merci beaucoup, Madame Amisadi. Eh bien, c'était en 2006, c'était Nicolas Sarkozy. Je vous remercie. La parole est au procureur. Alexandre Duval-Stala tente, non sans difficulté, de faire admettre aux témoins que l'existence même de son association est le signe d'une fraternité effective. Et dans votre association, vous êtes combien à peu près? Aujourd'hui, on est à peu près 1400 bénévoles, une trentaine de salariés, répartis sur tout le territoire national. Et en quoi l'État vous facilite la tâche? Est-ce que réellement l'État facilite la tâche à une association? Hormis lui rajouter des contraintes en permanence. Et qu'attendez-vous de l'État alors? Tout simplement que déjà il respecte cette fameuse devise, liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce qu'avec tous vos bénévoles, 1400 bénévoles, est-ce qu'il n'y a pas au moins déjà 1400 personnes qui participent de cette fraternité? Bah voyons. Madame Amisadi, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas sur un plateau de CNews. J'aurais envie de vous dire, sincèrement, c'est pas de la fraternité, c'est de la solidarité. Sans doute aujourd'hui, il faudrait peut-être modifier ce mot fraternité et le transformer en solidarité. Ce serait peut-être plus juste par rapport à tout ce qu'on peut vivre. On est solidaire, mais rarement fraternel. La défense appelle son deuxième témoin. Après l'état de la pauvreté en France, c'est la question de l'accueil des réfugiés que souhaite porter à l'attention des jurés Maître Améziane. François Thomas, président de l'association SOS Méditerranée, s'avance à la barre. Depuis 2016, son association affrète en mer des navires de sauvetage pour venir en aide aux personnes exilées naufragées. Tout en déclinant son identité, le témoin rappelle à la Cour dans quelles conditions l'association a été créée. Le 3 octobre 2013, il y a eu un drame au large de l'île italienne de Lampedusa. 366 personnes ont perdu la vie, se sont noyées. La réaction dans l'opinion publique italienne, la réaction de l'État ont fait qu'il y a une opération très importante qui a été mise en place, une opération appelée Mare Nostrum. Cette opération a permis de sauver des dizaines de milliers de personnes. Malheureusement, cette opération a été critiquée par les États européens et a dû être stoppée en octobre 2014. Donc on se retrouve en 2015 avec de nouveaux drames en Méditerranée centrale, un drame absolu en avril, avec plus de 1000 victimes sur un chalutier qui a chaviré. C'est à ce moment-là qu'une humanitaire française, Sophie Beau, et un capitaine de la marine marchande, allemand, se sont réunis et ont fédéré autour d'eux une chaîne fraternelle, solidaire, de citoyens et de citoyennes, pour créer cette association de sauvetage en mer SOS Méditerranée. Et enfin, récolter des fonds et affréter un premier navire, l'Aquarius, qui a commencé ses opérations en février 2016. Donc, cela fait 6 ans. Aujourd'hui, nous opérons un nouveau navire, l'Ocean Viking. Alors, pourriez-vous dire concrètement, depuis le début de vos opérations, combien de vies vous avez sauvées en mer? Et rapidement,
comme toujours. Les conditions de ces sauvetages. 34 878 vies ont été sauvées. Répétez-moi ce chiffre-là. 34 878. Il y a eu un nouveau sauvetage aujourd'hui. C'est le chiffre, le dernier chiffre. C'est très difficile. Bravo. Rapidement, c'est très difficile, Monsieur le Président, de dire les conditions. Ce sont des conditions très difficiles de sauvetage, des embarcations surchargées qui sont prêtes à chavirer, avec des personnes épuisées qui fuient l'enfer libyen. Ce sont les témoignages. La Libye qui est dans un chaos aujourd'hui. Les personnes subissent des viols, des atteintes inimaginables aux droits humains, et elles fuient cet enfer. Leur mot, je resterai là, c'est plutôt fuir l'enfer libyen, mourir en Méditerranée, que rester dans ces conditions. Et donc, quand elles arrivent à bord, elles ont été sauvées par cette grande chaîne solidaire de citoyens, de citoyennes, mais les marins sauveteurs sont le dernier maillon de cette chaîne. Ils arrivent dans un lieu d'hospitalité inconditionnelle. Enfin, ils sont dans l'humanité. Et là, c'est une libération totale pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Thomas. Merci beaucoup. C'est déjà terminé? La parole, le témoin dis donc. le procureur. Heureusement qu'on parle de fraternité, hein? Madame Améziane, je n'accepte pas l'insolence dans ma cour. Pardonnez-moi. Dans ce procès, les temps de parole sont scrupuleusement décomptés. C'est la difficulté de cet exercice auquel magistrats comme avocats de la défense doivent se soumettre. Rappelé à l'ordre par le président de séance, Maître Améziane est sommé d'interrompre l'interrogatoire du témoin. Une occasion pour le procureur de chercher à déconstruire l'argumentaire de la défense. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette magnifique association qui est la SOS Méditerranée? Je suis marin et pas uniquement en parlant de la solidarité des gens de mer, parce que c'est une obligation, le sauvetage. Avant tout, on parle d'obligation morale et légale. Bien sûr, l'assistance à personne en danger, elle existe en mer, elle existe à terre, mais il y a quelque chose en plus. L'assistance à personne en danger sans le regard, sans la fraternité, c'est creux, c'est complètement creux, si on fait les choses par obligation. Donc c'était tout naturel pour moi de rejoindre une association quand j'avais un peu plus de temps libre pour donner mon temps et mes compétences à cette association. Et combien de personnes travaillent dans cette association? Aujourd'hui, il y a 650 bénévoles en France et un peu plus de 30 salariés. Et ils ressentent tous ce même mot de fraternité, comme vous venez de le dire? Tout à fait. Il y a une très grande chaîne fraternelle et, je le disais tout à l'heure, le marin sauveteur qui tend la main, il ne peut pas le faire s'il n'y avait pas toute cette chaîne qui était derrière. Donc pour vous, le mot de fraternité est essentiel à votre action? Le mot fraternité est essentiel. Et tous ceux qui nous soutiennent également. Je vous remercie. Mais la défense n'a pas dit son dernier mot. En appelant à la barre Rima Hassan de l'Observatoire des camps de réfugiés, Maître Améziane sait qu'elle peut renverser l'opinion des jurés en mettant en lumière le traitement réservé aux exilés par l'État français, et notamment à Calais. Les exilés traversent de nombreux pays, ils sont parfois persécutés, torturés, ils risquent leur vie en mer, mais Dieu merci, lorsqu'ils arrivent en France, ils bénéficient d'une prise en charge en tant que demandeurs d'asile, comme l'exige la Convention de Genève de 51 sur les réfugiés, le protocole de New York de 67, le traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pardonnez-moi, des textes fondateurs en termes d'humanité et de fraternité. Qu'en est-il dans les faits, Madame Hassan? Je vous remercie pour la question. J'anticipe sur le rappel à l'ordre, mais permettez-moi de citer Badinter pour commencer, pour rendre hommage un peu à la fois à ce personnage et à ce tribunal. Lorsque la France se targue d'être la patrie des droits de l'homme, c'est une figure de style. Elle est en réalité la patrie de la Déclaration des droits de l'homme. Aller plus loin relève de la cécité historique. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, en réalité, c'est de savoir si les principes de fraternité sont aussi devenus purement déclaratifs, et s'il y a bien un sujet sur lequel on peut constater les défaillances et les manquements de l'État, c'est bien celui du sort des exilés qu'on a en France. Bon nombre d'entre eux ne bénéficient pas en réalité d'un vrai droit d'asile. Bon nombre d'entre eux transitent ou vivent dans des camps en France, des camps qui sont pour la plupart invisibilisés et exclus du paysage de notre société. Pour ceux qui n'ont jamais visité un camp, est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions de vie d'un camp en France, patrie des droits de l'homme, hein?
Alors, il faut bien comprendre que tout camp, quel qu'il soit, reflète nécessairement des échecs de politique d'accueil. Donc, c'est ce qui va matérialiser en réalité les lacunes d'un État en matière de politique d'accueil. Ces camps sont bien souvent des lieux d'invisibilisation, de mise à l'écart, des lieux de non-droit surtout. Et les camps humanitaires, quels qu'ils soient formels ou informels, en France on a essentiellement des camps informels, sont des lieux de gestion, ce qu'on appelle des gestions des indésirables. Tout est fait pour qu'ils soient invisibles, privés de leurs droits fondamentaux. Et donc pour le cas de la France, où on a tous plus ou moins entendu parler des camps de Calais par exemple, la France est régulièrement rappelée à l'ordre par un certain nombre d'ONG, pour ne citer que Human Rights Watch, Amnesty International, qui ont énormément documenté toutes les persécutions, en plus des privations de droits, toutes les persécutions dont étaient la cible les personnes qui vivaient dans ces lieux d'encampement. Et ce, depuis 2002, si on remonte à l'histoire de Calais, c'est depuis 2002 que très régulièrement, des milliers de personnes se retrouvent véritablement délaissées et abandonnées à leur propre sort dans ces lieux d'encampement. Madame Améziane, je vous demande de conclure. La défense semble avoir convaincu. Difficile pour le ministère public de répliquer. Le procureur tente périlleusement d'opposer à l'appareil répressif d'État l'esprit fraternel des militants et citoyens qui viennent en aide aux demandeurs d'asile sur le terrain. Et combien de personnes travaillent avec vous au sein de l'Observatoire ? On est bientôt, on va atteindre les 170 membres bénévoles. Et qu'est-ce qui anime toutes ces personnes pour travailler avec vous ? Mais je dirais précisément ce principe de fraternité, parce que il est à la portée de tous d'aimer ses semblables. Le défi d'une société, c'est d'aimer les différences. Je n'ai plus de questions, vous avez répondu à ma question. Merci. Place maintenant aux témoins du ministère public. Le procureur appelle Fabienne Barbosa à la barre. Elle est auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Depuis 6 ans, elle se rend à leur domicile pour les aider à préserver leur autonomie, égayer leur quotidien et leur permettre de vivre dignement. Pour Fabienne Barbosa, la fraternité républicaine s'illustre à travers l'engagement des professionnels des métiers du care qu'elle représente, mais aussi par les aides mises en place par l'État pour les personnes âgées les plus vulnérables. Aujourd'hui, moi, pourquoi j'aime beaucoup le mot fraternité ? Parce que dans mon métier, je côtoie beaucoup de personnes. À part les personnes âgées que je côtoie des infirmières, je côtoie des orthophonistes, je côtoie des médecins, des assistantes sociales, je côtoie des bénévoles, je côtoie des associations. Donc je ne côtoie pas que l'État, je côtoie aussi des gens de la société civile. Ce mot fraternité, il est important dans le métier que j'exerce. Pourquoi ? Déjà, dans mon métier, j'ai besoin de ces acteurs qui accompagnent les personnes âgées, notamment avec le versement de l'APA, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui prend en charge tout ou en partie des prestations que j'exerce au domicile pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Mais j'ai aussi besoin de ces acteurs comme la mairie, notamment dans le cadre d'un logement pour les personnes qui sont mal logées, pour les personnes âgées en tout cas qui sont mal logées, à travers aussi le CCAS pour tous les services qu'ils peuvent offrir à ces personnes, mais aussi par le financement de certaines formations dont j'ai pu bénéficier personnellement. À part les gestes techniques, il y a aussi d'autres thématiques comme la communication, l'écoute, l'empathie, qui sont quand même nécessaires pour exercer le métier que j'exerce. Et pour finir, je vais juste dire que je suis très consciente, et je suis vraiment consciente qu'il y a des carences, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est ensemble, main dans la main, qu'on va trouver des solutions. Le ministère public vous remercie. C'est au tour de la défense de se frotter au contre-interrogatoire. Maître Améziane choisit de jouer la carte de la déliquescence du système de soins français. Elle confronte le témoin à la crise de l'hôpital public soulignée par la pandémie du Covid-19, aux inégalités de soins avec les déserts médicaux, en passant par le scandale de la maltraitance en EHPAD révélé par l'affaire Orpea. Une étude, le mois dernier, de l'IFOP Biogarant, a interrogé les Français avec leur rapport à la santé. Et donc, les résultats sont édifiants, pardonnez-moi, mais 74% d'entre eux estiment que l'offre de soins se dégrade. Pire encore, 70% d'entre eux ont renoncé à un rendez-vous médical, faute d'avoir un rendez-vous rapidement. Et un Français sur 3... Madame Améziane, s'il vous plaît, je termine ma question, bien sûr. C'est une plaidoirie, c'est pas une question. Monsieur Duval-Stala, s'il vous plaît. Merci, c'est fou, c'est bientôt le président. Et un Français sur 3 a renoncé à des soins, faute de moyens. J'aimerais avoir votre opinion, Madame Barbosa. Vous m'avez perdu quand vous avez parlé de chiffres. Ah, et pourtant, derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Comme je l'ai dit, certes, il y a des carences.
Il y a des choses qui ne vont pas. Oui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Il y a des médecins qui ne se déplacent plus à domicile. C'est leur choix, on le respecte. Par contre, il ne faut pas oublier toutes ces personnes derrière qui œuvrent pour que ces personnes restent à domicile, tous ces médecins qui se déplacent, même si c'est dur, tous ces infirmiers qui travaillent d'arrache-pied. Moi, comme auxiliaire de vie, qui me suis tapé 10-12 km par jour durant tout le confinement. Bien évidemment. Donc, je n'ai pas renoncé, moi, à m'occuper d'eux et je ne suis pas la seule. Eh bien, justement, oui, vous pouvez. Et oui, le souci, ce ne sont pas les personnes qui sont face aux malades, mais c'est bien toute une organisation, un système qui manque cruellement de fraternité. Je crois que vous avez entendu parler de l'affaire Orpea. Oui. Oui. Alors, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, l'affaire Orpea a démontré point par point la cupidité des maisons de retraite, les manquements graves, notamment en termes de nombre de personnel face au nombre de pensionnaires, la rationalisation du nombre de couches par jour, la sous-alimentation, la maltraitance médicamenteuse. Les familles payent une fortune, que dis-je, un pognon de dingue, pour que leurs aînés finissent dans des mouroirs grassement financés d'ailleurs par l'argent public. Madame Barbosa, j'aimerais encore une fois vous entendre Je m'attendais sur à cette cela. question. Je ne vais pas y répondre tout simplement parce que j'ai fait le choix de travailler à domicile. Je suis consciente qu'il y a de la maltraitance, mais je pense Vous avez un avis peut-être? Moi, je reste au domicile, je m'intéresse au domicile. Posez-moi une question sur le domicile, je vous répondrai. Merci beaucoup. Merci. Tout au long du contre-interrogatoire, le témoin refusera de céder aux arguments de la défense, à la grande satisfaction du procureur. À l'issue de l'audition, Maître Améziane est une nouvelle fois rappelé à l'ordre par le président de séance. Maître, je vous demanderai de contre-interroger le témoin, pas de commencer une plaidoirie. L'avocate s'excuse, regagne sa place, tandis que le président appelle le deuxième témoin du ministère public. Il s'agit de Johanna Buchter, haut fonctionnaire et ancienne sous-préfète de Roubaix. Il y a beaucoup de services publics qui ont perdu un peu la confiance des gens. Il y a la CAF, il y a Pôle emploi. Mais avec la police, c'est très sensible. La police, elle fait appliquer la loi. Elle doit assurer la tranquillité publique et donc il y a une part de conflictualité. Et force est de constater qu'aujourd'hui à Roubaix, les gens ne font plus le 17 quand il y a un problème. Ils déposent plus plainte systématiquement. Et que quand la police arrive dans un quartier, les jeunes s'en vont, même ceux qui n'ont rien à voir avec la délinquance, et ce, indépendamment de la personne du policier. Et de l'autre côté, on a des policiers qui parfois anticipent par principe que les jeunes vont être dans l'agressivité. Et donc, moi, ce qui me frappait, c'est que je voyais un décalage total entre les gens que je fréquentais, à la fois les jeunes et les policiers, et puis ce que j'entendais, qui était que des préjugés, de la caricature, totalement éloignée de la qualité des personnes que moi je voyais. Et donc, vous avez décidé de mettre la fraternité en pratique en montant un projet. J'ai voulu, avec mon équipe, monter un projet avec des associations très courageuses qui ont osé travailler sur une médiation entre des jeunes et des policiers, organiser des débats. Et on a dû les préparer, ces débats, pour qu'ils soient constructifs. On a dû aller les convaincre, à la fois les jeunes et les policiers, de participer, parce que c'était pas simple. Et au final, on a réussi à faire tomber des murs, ce à quoi je m'attendais, j'espérais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Au début du débat, on était dans l'agression, l'accusation, et puis au fur et à mesure du débat, on allait sur des choses sincères, concrètes. Il y a même eu des points d'accord sur le fait que le métier de policier était important, qu'il n'y avait aucune excuse à une agression injustifiée, que le fait de tutoyer les gens, par exemple, n'était pas une bonne méthode. Et il y a des policiers qui ont dit oui, c'est vrai, c'est pas une bonne méthode. Et au final, les gens voulaient plus partir en fait au bout de 2 heures de débat, et ils sont partis en se serrant la main. Ce dont j'étais très fière parce que ils l'ont fait aussi en public. Ce qui, dans les quartiers de Roubaix, est très compliqué. Ça demandait du courage de la part de ces jeunes et de ces policiers. Et donc, j'étais très contente de ce résultat. Pour moi, c'est un signe de fraternité. L'expérience de médiation locale présentée par le témoin sera-t-elle suffisante pour faire oublier les rapports délétères qui existent aujourd'hui en France entre une partie de la population et la police? La parole est à Maître Améziane pour le contre-interrogatoire. Madame Buchter, est-ce que vous pourriez me dire que signifient les lettres ACAB, A-C-A-B, s'il vous plaît? C'est une insulte envers la police. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème. Ah, c'est pas ma question. Sinon, j'aurais que pas signifient les fait ce projet. lettres ACAPS? Veuillez répondre aux questions, s'il vous plaît. Je suis obligée de décrire l'insulte. Je vais le faire pour vous, si vous voulez. All cops are bastard. Pour ceux qui n'ont pas fait anglais langue vivante, ant
tous les policiers sont des bâtards. Alors, pardonnez-moi, mais c'est formidable le travail que vous faites. Néanmoins, quand je vois la situation, ces tags ACAB que l'on voit partout, le taux de suicide des policiers qui est le premier dans la fonction publique, fonction à laquelle vous appartenez, le second en France après nos agriculteurs, quand je vois parfois certaines affaires de violences policières illégitimes ou de racisme, comme les bicots ne savent pas nager, Madame Buchter, sincèrement, vous n'avez pas le sentiment que votre jolie goutte d'eau, face à cet océan de détestation, eh bien, ce n'est pas grand-chose et qu'au final, ça manque cruellement de fraternité entre la population et nos forces de l'ordre qui portent l'uniforme et qui pourtant nous protègent. Ma première remarque, c'est que le cynisme, c'est toujours beaucoup plus facile que d'essayer. C'est malgré tout la réalité. Et ensuite, je reconnais qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs l'objet de ces projets-là qui existent à Roubaix mais qui existent ailleurs. C'est d'essayer de mettre face à face ces personnes qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des représentations pour essayer de casser justement ces préjugés, de faire redescendre ce ressentiment pour que la fraternité devienne possible. Parce que tant qu'on est dans une haine et dans une peur qui peut être basée sur des mauvaises expériences individuelles, mais qui peut aussi être simplement une représentation colportée, tant qu'on ne combat pas ce ressentiment-là, on ne pourra pas faire advenir la fraternité. Donc est-ce que c'est seulement ces projets-là qui vont suffire? Non. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui relèvent des moyens humains, qui relèvent de la formation, qui relèvent de la précarité dans les quartiers, qui relèvent du chômage, bien sûr. Est-ce que pour autant on doit se défiler et pas essayer? Non. Le dernier témoin du ministère public s'avance à la barre. Agathe Hamel est conseillère au Conseil économique, social et environnemental, 3e Assemblée constitutionnelle de la République. Par l'audition de ce témoin, le procureur espère démontrer que la fraternité est à la base du fonctionnement de cette institution. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, c'est, à mon sens, un espace qui est, dès son origine, un espace fraternel de par sa composition. C'est la 3e chambre de la République, l'Assemblée du premier mot, qui rassemble la société civile organisée, donc syndicats, mais également patronat, associations, des gens qui, d'habitude, dans les autres espaces de la société ne se parlent peut-être pas, mais qui sont organisés et accompagnés à le faire dans cette instance républicaine. Et du coup, au quotidien, quels sont vos travaux? Quelles actions vous menez? Au quotidien, nous accompagnons les décisions gouvernementales. Nous essayons de nous placer également en amont du travail législatif qui se passe au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on essaye de promouvoir dans nos différents travaux les questions de fraternité, en la défendant ou en la développant, comme vous le dites. Alors par exemple, sur ces lignes gouvernementales, puisque au-delà des citoyens et des citoyennes, il y a également le gouvernement qui peut nous saisir, nous avons porté un avis sur la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux, avec des mesures qui sont très claires et qui visent à lutter contre l'exclusion, contre la pauvreté, contre les distorsions de concurrence entre les entreprises qui ne se régulent pas toutes seules. On intervient également beaucoup sur les questions d'égalité, de justice sociale, qui, je crois, sont quand même liées à notre sujet. On préconise, entre autres, l'ouverture des droits sociaux pour les jeunes à partir de 18 ans, puisque la famille n'est pas censée être le seul espace de fraternité. Donc nous essayons d'aller plus loin et de se dire que le socle familial n'est pas suffisant, mais que l'État a également une responsabilité à être fraternelle. Et pour finir, et afin d'en parler peut-être sous un autre aspect, puisque je n'ai pas encore trop entendu ce mot-là ce soir, c'est celui de la sororité. À vouloir croire que l'on parle de tout le monde, on en oublierait presque la moitié de l'humanité. Et au Conseil économique, social et environnemental, au sein de l'État, on préconise une intégration complète à tous les endroits des questions d'égalité femmes-hommes, comme une notion structurante dans la construction des politiques publiques. Et je crois que ce dernier aspect, il est indissociable d'une société qui se voudrait fraternelle. Et il n'est pas fait dans tous les espaces de la société civile, ni naturellement dans toutes les institutions républicaines. Je ne suis pas dupe. Et diriez-vous pour conclure que le CESE est cette 3e chambre de la fraternité et de la sororité? Je crois que c'est la 3e chambre de la fraternité, de la sororité de manière institutionnelle et organisée. Je crois qu'elle est nécessaire, mais elle a également besoin, bien sûr, de tous les autres espaces dont font partie les témoins qui sont venus témoigner à la barre. La défense contre-attaque. Vous avez indiqué être membre du CESE. Pardonnez-moi, je n'ai pas très bien saisi. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'une action concrète que vous avez réalisée? Alors nous conseillons le gouvernement, nous n'agissons pas directement. Ah, d'accord. Mais nous espérons bien que le gouvernement nous écoute.
Les 6 témoins annoncés ont été auditionnés. Alors que les jurés s'apprêtent à entendre les réquisitoires, le ministère public appelle un témoin surprise à titre d'expert. Abdenour Bidar est philosophe et cofondateur de Fraternité Générale. Dans une société qu'il estime plus que jamais fracturée, il rappelle l'urgence de se rassembler autour d'une fraternité du cœur. Eh bien parce que comme le disait Martin Luther King, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots. J'ai l'impression que vous êtes philosophe. À mes heures perdues. Et que vous inspire alors justement ce triptyque égalité? Il m'inspire une urgence et il m'inspire un danger. Et ce que j'ai entendu ce soir me confirme dans ce danger. Nous sommes une société qui est polyfracturée, ce que Jacques Généreux appelait la dissociété. Et il y a beaucoup de gens qui se battent, il y en a beaucoup dans cette salle, mais la tâche est absolument énorme. Il va nous falloir nous retrousser nos manches, redonner une réalité à cette devise républicaine et à cette grande oubliée de la devise républicaine. C'est pour ça qu'on a créé Fraternité Générale. Je pense que j'interviens ce soir en tant que président de Fraternité Générale. Tout à fait. Voilà, c'est un mouvement qu'on a voulu créer avec Fabienne Servan-Schreiber pour mettre en visibilité, pour mettre en réseau toutes celles, tous ceux qui s'engagent pour la sororité, pour la fraternité. Nous essayons de faire prendre conscience de la force de la fraternité dans notre pays face à cette urgence que j'évoquais, et aussi de faire prendre confiance à tous les acteurs de la fraternité pour qu'ils fassent des petits, c'est-à-dire pour qu'il y ait un effet de contagion. Et donc, dernière question, est-ce que l'enjeu essentiel pour les générations futures n'est-il pas celui justement de la fraternité? Oui, mais je le dirais d'une manière un peu particulière, c'est l'enjeu du cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir y mettre du cœur. La fraternité, c'est une capacité d'indignation, d'abord. C'est la capacité à se sentir révolté. C'est la capacité à faire que tant que l'autre souffre, je ne peux pas être heureux. Combien sommes-nous à ressentir cela avec le cœur? Je me souviens de ce moine tibétain qui disait « Vous voulez sauver la nature, mais vous n'entendez pas le sanglot de la terre qui pleure ». Donc le jour où les uns et les autres, nous aurons des générations, on parle des générations futures, qui auront appris à sentir en elles-mêmes la détresse d'autrui, pas seulement la détresse humaine, mais la détresse du vivant, on ne sera plus en train de mettre la charrue avant les bœufs, à vouloir faire de la politique avant d'y mettre de l'éthique, c'est-à-dire avant de s'y engager avec notre cœur. En réponse, la défense choisit de porter l'attention du jury sur l'urgence écologique et le manque de solutions concrètes apportées par le philosophe. Écoutez, je trouve ça idéologiquement magnifiquement juste, mais c'est bien le problème avec les penseurs, les philosophes, parfois les doux rêveurs, c'est qu'ils ne nous expliquent pas le comment. Comment on passe de l'idée au concret? Parce que là, concrètement, depuis le début du procès, je crois qu'on a perdu 2 espèces, animales ou végétales. 22 millions de personnes dans le monde ont été déplacées en raison du climat. Depuis les années 50, l'homme a réussi à produire 3 millions... Votre question, s'il vous plaît. De plastique. Votre question, s'il vous plaît. Et donc, nous avons créé un 7e continent en plein océan Pacifique, fait de bouteilles en plastique. Vous le savez mieux que moi, des personnes meurent pour des questions de pollution. Monsieur Bidar, les COP se succèdent et se ressemblent, mais il n'y a aucune action concrète. Est-ce que vous pensez que la fraternité mondiale va pouvoir changer quelque chose au désastre écologique? Le philosophe, il n'est pas là pour parler du comment. Même si moi, en tant que président de Fraternité Générale, je m'engage sur le comment. Il est là pour sensibiliser sur le pourquoi. Et dans une société humaine, ça sera toujours la place du philosophe que d'interpeller les consciences. Donc moi, ma modeste contribution, c'est d'interpeller les consciences en faisant prendre conscience à la fois d'un danger et puis d'une ressource extraordinaire pour le sens que nous pouvons donner à notre vie humaine. Si nous étions plus fraternels, nous en tirerions une joie qui va bien plus loin que tous les petits plaisirs de la société de consommation. Après plus d'1 heure de débat, les plaidoiries vont maintenant commencer à tour de rôle. L'avocate de la défense et le procureur auront 5 minutes pour convaincre les jurés. D'un pas assuré, Maître Améziane s'avance face au jury du tribunal pour les générations futures. Les fondements même de notre société française découlent du principe de fraternité. Il est au cœur du préambule de notre Constitution de 1946, grâce auquel nous nous garantissons collectivement la protection de la santé, le repos, le loisir, la sécurité matérielle, le droit à des moyens convenables d'existence, mais également l'égal accès à l'instruction, la formation professionnelle et la culture. Alors oui, la France a fait de la fraternité la 3e pilier de sa devise républicaine. Et je crois que notre pays a vocation à porter haut le drapeau d'une telle ambition. Mais c'est bien de la fraternité en acte dont on a besoin. Et à bien des égards, nous trahissons chaque jour,
notre pacte républicain. Alors par manquement, par lâcheté, par défaillance, pour des questions d'économie budgétaire, ou parfois de petits sombres calculs politiques. Alors oui, nos dirigeants, et parfois aussi une partie de notre société, ne méritent plus de porter haut et fort la fraternité. Au regard des déclarations des témoins que j'ai entendues aujourd'hui, et malgré quelques initiatives ici et là qui sont honorables et qui tendent à nous redonner foi en l'être humain, mais je crois qu'il est important de ne pas se laisser adoucir par les bons sentiments que va vous présenter monsieur le procureur. Non, 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 non. Car ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien la survie de nos valeurs, et particulièrement celle de la fraternité. Oui, nous devons avoir l'exigence de vouloir le meilleur pour notre nation. Et cela, ça passera inévitablement par une prise de conscience de nos manquements. Il ne peut y avoir ni d'avancée, ni de changement, et encore moins d'électrochoc, sans sanction exemplaire. Alors je vous le demande, messieurs, dames les jurés, votre décision devra être exemplaire. La France n'est pas le pays des droits de l'homme, il est le pays de sa déclaration, et c'est là toute la nuance. Nuance essentielle parce qu'elle nous oblige à devoir faire vivre nos valeurs en tout temps et à chaque instant. Alors avec ce triste et effroyable constat, messieurs les jurés, je vous demande de condamner la France pour son défaut au devoir de fraternité et de retirer symboliquement la fraternité des frontons de nos mairies. Pour la défense, la France a bel et bien abandonné la troisième valeur de sa devise républicaine. Alexandre Duval-Stala se lève à son tour. Le procureur est désormais connu pour ses longues et éloquentes plaidoiries. Parviendra-t-il ce soir à semer le doute dans l'esprit des jurés ? La République, c'est moi. L'État, c'est moi. La fraternité, c'est moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, à entendre la défense, la cause est entendue, l'État est nu, la République une vieille fille, et la fraternité à mettre à la poubelle. Ah non, c'est un peu court, jeune femme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, accusatrice. J'accuse le président de la République de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le Premier ministre de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique ou pour sauver un régime compromis. Lyrique. Entre ici, fraternité, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Inspiré. I have a dream. I have a dream today that one day in this nation will rise up and live out the true meaning of the creed fraternity, fraternity, fraternity. Résistante d'abord. Moi, général procureur, actuellement au Musée de l'Homme, j'invite les Françaises et les Français qui se trouvent en territoire parisien ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la fraternité française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ingénu. Moi, je la porterai dans la durée, la fraternité. Je la porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner ce que je veux, ce que vous, partout, vous allez le faire, parce que c'est notre projet. Voilà ce qu'à peu près, ma chère, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de cœur en cette Saint-Valentin. Car la fraternité, c'est le lien sans lequel la liberté et l'égalité n'ont de sens dans une république. Car nous n'avons pas simplement choisi la démocratie, celui du pouvoir majoritaire. Non, nous avons choisi la République, celle de l'intérêt général qui dépasse les divisions et les passions. Parce que la liberté toute seule ne peut conduire qu'à l'individualisme le plus acharné, à la quête sans fin du toujours plus et finalement d'un État sauvage où règne la loi des plus forts, des plus riches et des plus puissants. De même, l'égalité toute seule ne peut conduire qu'à des régimes qui nient la personne humaine, qui laissent place aux jalousies les plus perverses pour mieux empêcher les talents et la création et à nier la singularité de chaque femme et de chaque homme.
Toutes deux, seules, ne peuvent conduire qu'au pire totalitarisme que notre monde a connu. Mais ajoutez à ce couple infernal la fraternité. Et vous aurez alors un trouble heureux. Un trouble qui donne sens à notre existence et à notre société. Soyons en trouble, j'ai envie de vous dire, en cette Saint-Valentin. Alors oui, l'État a ses limites, ses défaillances, ses carences, mais que celui qui n'en a pas me jette la première pierre. Personne. Bien évidemment, l'État ne peut pas tout, mais il a le mérite d'être là. Un seul être vous manque, un seul État vous manque et tout est dépeuplé. L'hôpital, la police, les pompiers, les enseignants, les militaires, face aux crises, l'État est là, donnant alors tout son sens au mot de fraternité. Dans les petits villages reculés, dans les banlieues abandonnées, la fraternité est là. Sur les lits d'hôpitaux, sur les bancs de l'école, la fraternité est là. Sur les chemins de l'exil ou sur les ronds-points de la contestation, la fraternité est là. Sur les mers agitées ou dans les crevasses des montagnes, la fraternité est là. Dans les nuits glaciales ou les journées caniculaires, la fraternité est là. Dans les océans pollués ou la nature saccagée, la fraternité est là. Elle a 1000 visages, la fraternité. Celle de la diversité, celle de la parité, celle de la laïcité. Elle a 1000 prénoms, la fraternité. Elle a 1000 vies, 1000 lieux, 1000 destins, la fraternité. Alors soyez francs. L'État a délégué effectivement aux associations des missions de service public qu'il n'avait plus les moyens, si tant est qu'il les a un jour eus, d'assurer. L'aide aux plus pauvres, aux exilés, aux prisonniers, aux damnés de la terre, et en même temps, il leur apporte des règles, des exonérations fiscales, des droits pour se battre même contre l'État. Le droit au logement, le principe de précaution, le droit de grève. La République nous appelle. Elle nous appelle à ce que ne soit pas confisquée par un petit nombre cette fraternité. La République, c'est l'affaire de tous. Engagez-vous, car la fraternité est le seul moyen de vous faire entendre, de changer les choses et de donner du sens à votre existence. Oui, la solitude est un naufrage et la fraternité une arche de Noé. Nous embarquons tous à son bord dans une joyeuse odyssée faite de différences, de discussions et d'aventures collectives. Elle s'appelle Johanna, elle est sous-préfète. Elle s'appelle Fabienne, elle est aide-soignante. Elle s'appelle Agathe et elle se bat pour les droits sociaux. Elles sont enseignantes, aides-soignantes, bénévoles. Elles sont magistrates, policières, infirmières. Elles sont tolérantes, bienveillantes, accueillantes. Elles sont raisonnables, responsables. Tout ce qu'elles veulent, nous le voulons aussi. Nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière au fond des yeux et au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, le mot égalité et le mot liberté. Ajoutons-y sororité. Car en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. Notre avenir se joue ici, que les femmes prennent le pouvoir, qu'elles ne se contentent plus des seconds rôles, qu'elles prennent toute leur part à notre aventure collective. Alors oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, la fraternité ne se remplace pas, elle se vit. C'est l'enjeu ultime de notre société. Alors, avant de vous décider entre la dictature ou la mort, posez-vous un seul instant la seule question qui vaille. Est-ce que, dans la nuit obscure et glaciale de la Saint-Valentin qui s'annonce, vous avez envie de passer cette soirée seul, ou dans la chaleur de la République et de la fraternité? Moi, j'ai choisi les bras de Marianne. La France peut-elle encore se dire fraternelle? Les jurés vont maintenant délibérer. Un QR code va être projeté sur l'écran de la scène du tribunal. En le scannant, le jury populaire devra répondre à 7 questions au total pour que ce tribunal ne se contente pas seulement de juger, mais aussi de proposer des solutions pour une société plus fraternelle. Après quelques minutes de délibération, le président annonce le résultat des votes de ce tribunal pour les générations futures. Question numéro 1. Faut-il retirer le mot fraternité du fronton des mairies? Vous avez répondu non à 80%. Question numéro 2. Faut-il assurer une éducation à la fraternité dans toutes les classes? Et vous avez répondu oui à 95%. À la question, faut-il créer des incitations fiscales pour que chacune et chacun soit encouragé à s'engager? Vous avez répondu oui à 63%.
Question numéro 4. Faut-il universaliser le service civique? Et vous avez répondu oui à 83%. Faut-il créer le 1% fraternité dans le budget de l'État? Et vous avez répondu oui à 80%. Nous sommes la France et on est très exigeants. Très exigeants envers la liberté, très exigeants envers l'égalité. Et on l'a vu aujourd'hui, on est très exigeants aussi envers la fraternité. Et c'est une bonne chose. Et je pense que les générations futures, si finalement on avait le pouvoir concrètement de faire les choses, ils seraient fiers de nos plaidoiries, de nos témoignages et de tout ce qu'on fait ici. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la fraternité. Et aujourd'hui, je proclame la victoire de la fraternité. Les jurés ont donc suivi leur intime conviction et choisi de faire triompher la fraternité ce soir dans l'enceinte du tribunal pour les générations futures. Ce procès hors norme s'achève donc sur un verdict porteur d'espoir, mais par leur jugement, les jurés ont également lancé un message. La fraternité ne doit pas être l'apanage des associations, mais bien de l'ensemble de la société française et avant tout de l'État. La fraternité ne peut se réduire au discours, mais doit surtout se traduire en actes. Alors, doit-on retirer le mot fraternité du fronton de mairie? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre beaucoup d'étoiles. C'est important pour la fraternité et pour faire grandir les engagements. Le laboratoire de la fraternité remercie pour ce moment inédit qui a permis de remettre la fraternité au cœur de nos débats Rose Améziane, chroniqueuse télé et chef d'entreprise, Fabienne Barbosa, aide-soignante chez Alenvie, Abdenour Bidar, philosophe et cofondateur de Fraternité Générale, Brandy Boloko, président de Cité des Chances, Johanna Buchter, haut fonctionnaire et ancienne sous-préfète pour Roubaix, Alexandre Duval-Stala, avocat et membre de la CNCDH, Agathe Hamel, conseillère au CESE, Rima Hassan, présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés, Arnaud Seize, vice-président de La Cloche, François Thomas, président de SOS Méditerranée. Cet épisode consacré au tribunal des générations futures, tourné au Musée de l'Homme, a été décrypté par Louise Vigneault, journaliste chez CareNews.